le sud du Chili, il existe un endroit à nul autre pareil. Un symbole du monde sauvage par excellence, la Patagonie. Cet environnement, au climat rude et hostile, abrite une faune abondante et unique au monde. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Au début des années 2000, sous l'impulsion d'un couple de millionnaires atypiques, Christine et Douglas Tompkins, la région a opéré une métamorphose saisissante. Après 14 ans de travail acharné et une aventure humaine sans précédent, le plus grand projet écologique privé du monde vient de voir le jour. Ainsi, la vallée de Chacabuco est à nouveau au cœur de l'un des derniers grands espaces sauvages d'Amérique du Sud. Pendant plus d'un siècle, la vallée de Chacabuco était un ranch emblématique du Chili. Au fil des années, les barrières se sont multipliées et la taille des troupeaux de bétail n'a cessé d'augmenter. Dans le même temps, les animaux sauvages étaient systématiquement abattus pour leur viande, leur peau ou à cause de leur image négative. Au fur et à mesure que la faune sauvage disparaissait, le surpâturage avait raison de l'herbe et des plantes. Il y a encore 15 ans à peine, l'endroit était totalement détruit et la végétation avait fait place à la poussière. Mais, à la fin des années 90, le destin de la région a basculé. Douglas et Christine Tompkins, les fondateurs et directeurs des marques The North Face et Patagonia, se sont lancés dans un pari fou. Guidés par leur amour de la Patagonie, où ils ont voyagé ensemble des années durant, ils ont choisi de délaisser le monde des affaires pour se tourner vers celui de l'environnement. Au travers de leur fondation, ils ont donc acquis plusieurs centaines de milliers d'hectares de terres dégradées avec un seul but en tête: les rendre à la nature via la création de parcs nationaux dont la gestion redeviendrait publique. En tout, ce sont plus de 850 000 hectares, soit la surface de la Corse, qui ont été rachetés, restaurés et protégés. Malgré le décès tragique de Douglas en 2015, Christine continue de se battre pour faire avancer les choses, car la création du parc Patagonia reste le plus gros projet qu'ils aient entrepris à ce jour. Douglas a découvert cet endroit en 1992 et j'y suis venue pour la première fois en 1993. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose de très spécial ici. Il a été mis en vente, donc nous avons décidé de l'acheter via notre fondation. Tout a commencé comme ça. Cette vallée était complètement surpâturée, c'était de la poussière. Le travail nécessaire à la création d'un parc national est très long. Il a fallu construire une équipe pour assurer la transition du ranch au parc. Il faut ensuite le gérer comme un ranch, tout en commençant à enlever les barrières. Donc il y a une juxtaposition entre l'ancienne utilisation de ce territoire qui était un ranch et sa nouvelle destinée qui est d'être un parc national. Beaucoup de personnes nous demandent pourquoi nous achetons ces terres et construisons toutes ces structures pour finalement les donner à l'État. Eh bien, nous nous sommes aperçus qu'à long terme, le bien-être de ces paysages et des espèces qui y vivent est mieux servi par les intérêts publics que privés. Institutionnellement, légalement, la meilleure chose à faire est donc de créer un parc national. Et puis nous pensons que c'est un acte démocratique, car ces parcs appartiennent à tout le monde. Ils ne nous appartiennent pas à nous ni à la Fondation, mais ils appartiennent à tous les Chiliens. Les terres qui entourent Chacabuco sont riches d'une nature prodigieuse. À cheval sur le Chili et l'Argentine, et coupée en deux par la cordillère des Andes, la Patagonie est une région écologique sans équivalent.
Le parc national, créé puis cédé au Chili au début de l'année 2018, se trouve dans une zone unique au monde où les écosystèmes secs caractéristiques du côté argentin rencontrent les zones forestières humides du Chili. Au centre, la vallée de Chacabuco crée une zone de transition entre ces deux écosystèmes à la richesse écologique spectaculaire. Elle constitue une interruption dans la cordillère et permet à des mondes normalement séparés par des sommets infranchissables de se rencontrer. La vallée de Chacabuco fait le lien entre la réserve de Reinimeni, composée essentiellement de hautes montagnes, et la réserve de Tamango, plus forestière. Sa position géographique stratégique permet donc de créer une continuité dans les corridors de migration des espèces. Ceci s'explique par une géologie assez particulière. Les reliefs tourmentés de la région ont été largement façonnés par l'eau, sous toutes ses formes. Par le passé, une calotte de glace recouvrait la majeure partie de la région. Il en reste encore quelques traces aujourd'hui, disséminées ça et là. Si la l'air figé, le glacier est toujours en mouvement. À la fin de l'ère glaciaire, le glacier a fondu, accentuant encore les contraintes exercées sur la Terre. En se retirant, certaines parties en ont creusé la roche. La vallée de Chacabuco est l'une de ces cicatrices indélébiles que la glace a imprimées dans la pierre. Elle porte encore par endroits les étranges traces du mouvement séculaire des glaces. Le vent, la pluie et la neige ont terminé d'éroder les sommets. En fondant, cette dernière a créé des rivières, dont la principale, le rio Chacabuco, serpente en fond de vallée. À force de charrier les résidus de cette fonte glaciaire, elle remplit petit à petit ce qui avait été creusé. De multiples rivières et torrents se rejoignent dans la vallée pour former des lacs et des marais qui inondent les steppes. Entourés de milieux plus secs, battus par les vents et dominés par de grands animaux tels les guanacos, les zones humides rassemblent autour d'elles une vie foisonnante. Ces milieux à la biodiversité exceptionnelle occupent donc une part prépondérante dans les écosystèmes du parc Patagonia. Les roseaux et les joncs proposent un habitat idéal à une multitude d'amphibiens et d'oiseaux. Parmi eux, certaines espèces devenues rares, telles la bécassine des marais ou le cygne à cou noir, s'épanouissent à nouveau. Un peu plus loin, un petit lac présente une allure plus hostile. À bien y regarder, aucune végétation n'y pousse. De fait, l'eau y est salée. Les dépôts de sel sur les berges constituent une attraction pour les guanacos qui viennent lécher le sol. Mais cette chimie particulière, issue des sels minéraux contenus dans les roches et emportés par la fonte des glaces, permet surtout le développement en grand nombre d'une sorte de minuscule crevette appelée gamare. Cela attire un animal emblématique de cette région du globe, le flamand chilien. Entre deux siestes au soleil, ils s'affairent à la recherche de nourriture. En exécutant une sorte de danse, ils filtrent les petits crustacés roses qui leur donneront leur couleur caractéristique. Ces milieux aux conditions de vie extrêmes et aux animaux uniques font de la région du parc un précieux réservoir de vie. Cette biodiversité hors du commun, associée à la beauté des paysages, ont achevé de convaincre Christine Tompkins qu'il était essentiel de se battre pour protéger cet endroit d'une activité humaine déraisonnée. La démarche de Christine et Douglas, qualifiée d'écologie profonde, consiste à effacer toute trace laissée par l'homme, démonter les innombrables clôtures, arracher les plantes exotiques, déplacer le bétail ou même limiter les accès.
Ceci a pour but de laisser la nature reprendre ses droits et d'en faire un havre de paix pour des espèces sauvages toujours plus menacées. L'écologie profonde est une idée développée par le philosophe norvégien Arne Næss, qui a pour fondement que la vie humaine et non humaine ont une valeur intrinsèque en elle-même. Et que nous, humains, devons reconnaître, comprendre et accepter que nous dépendons les uns des autres et que nous devons nous comporter d'une manière à ce que toutes les espèces puissent s'épanouir. C'est la base d'un cercle vertueux. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas l'évidence même pour tout le monde. Je poserai la question inverse, parce que ne pas reconnaître cela est le point de vue le plus insensé qui existe. Parce que tu te tues toi-même. Tu tues ton voisin. Donc, pourquoi adhérons-nous à cette... Ce n'est même pas une philosophie, c'est juste du bon sens. La question est, pourquoi vous n'y adhérez pas? Ce travail s'accompagne d'études scientifiques comme le suivi des populations de pumas ou de ouémouls, un cerf endémique en voie d'extinction. Ce changement de situation rapide s'est parfois accompagné de critiques acerbes de la part d'une population locale plutôt traditionnaliste. Avec le temps, il y a eu de vraies préoccupations localement. Les gens ne comprenaient pas pourquoi nous ne tuions pas les pumas qui étaient normalement systématiquement abattus à cause de leur prédation sur les troupeaux. Ils ont appelé cet endroit la fabrique à pumas. Plus récemment, quand l'herbe a recommencé à pousser, vu que nous avions enlevé le bétail, il y a eu une sorte de désillusion de voir que ces plaines revenaient à la vie et que ce n'était pas le cas autour du parc, vu qu'elles continuaient à être pâturées. Je suis née et j'ai grandi dans le ranch de mon arrière-arrière-grand-père en Californie. Je comprends l'amour qu'il y a autour de cette culture de l'élevage. Et je comprends pourquoi certaines personnes sont en désaccord avec ce que nous faisons. Certaines personnes disent « vous détruisez la production de ce ranch ». Et je leur dis toujours « non, ce n'est pas vrai, nous avons juste changé ce qu'il produit ». En effet, aujourd'hui, la majorité des prairies du monde a été convertie en terres agricoles, provoquant une perte d'habitat massif pour la faune. La restauration de ces zones est le début d'un long processus, dont la finalité est de parvenir à un équilibre entre les utilisations humaines et naturelles de ce type d'écosystème. Bien que vaste et accidentée, la Patagonie a souffert de l'exploitation humaine. La vallée de Chacabuco a connu un surpâturage trop long des prairies, permettant ainsi à tout un cortège d'espèces exotiques, comme la ciguë ou le chardon-marie, de s'y implanter. Plus de 1000 km de clôtures s'étendaient dans la vallée, fragmentant l'habitat et bloquant des couloirs de migrations importants. Des centaines de carcasses de guanacos pendaient des barbelés, morts en essayant de les franchir. Heureusement, à l'appel de la fondation Tompkins, des bénévoles du monde entier ont rejoint la cause et commencé à supprimer ces barrières. Les équipes avec lesquelles nous avons travaillé sont la raison pour laquelle le parc existe. Sans ces équipes et ces gens, il n'y aurait pas de parc. Un homme en particulier est depuis toujours au centre de ces actions. En tant que directeur de la conservation, Christian Saucedo dirige plusieurs équipes chargées de veiller sur la nature au sein du parc. Il est l'architecte au quotidien de la vie naturelle de la région. Comme souvent, il se rend près du poste frontière de l'Argentine. Sur son initiative, ont été créés là-bas 2 centres de réintroduction des nandous, un cousin sud-américain de l'autruche. Il y accompagne aujourd'hui un nouveau bénévole qui y restera pour les 2 mois qui viennent.
C'est en 2014 que tout a commencé grâce à la création du premier poste de garde-chasse destiné à protéger les nondous des interactions extérieures et des dangers qui les guettent. Ensuite, dès 2015, nous nous sommes mis à élever puis à organiser le sauvetage des individus nondous orphelins et blessés que nous trouvions sur le bord de la route. Ces individus nous ont permis de lancer notre programme de reproduction, mais ce n'était pas assez. Il fallait plus d'animaux et nous avions peu de moyens. Alors, nous avons développé cette activité de sauvetage des animaux pour augmenter le cheptel. Ces initiatives ont favorisé la création de notre centre de reproduction pérenne et permis de lancer la première saison de reproduction l'année dernière, ainsi que celle de cette année. Comme nous évoluons dans un environnement très froid et venteux, ce travail est difficile. On y arrive, mais ce n'est pas simple et, au fond, ce n'est pas une espèce si facile à étudier. Au départ, ce qui m'a motivé, c'était la possibilité d'intégrer le processus de création du parc national. C'était une opportunité unique de pouvoir envisager la restauration d'un écosystème complet, et plus précisément d'un écosystème patagonique, au sein duquel se développait une nature et une faune originelle, dont l'espace vital se réduisait avec le temps. Il s'agissait de donner à cette terre une opportunité de renouer avec son évolution initiale, d'avant l'arrivée des colons Ganaderos. Recuperar su distribución y sus densidades, o sea, la cantidad y la extensión que tenían las poblaciones nativas anteriormente, antes de la llegada del colonizador ganadero. En fait, ce qui caractérise la vallée de Chacabuco et tout le parc Patagonia, c'est que c'est un hotspot parfait de la biodiversité patagonienne dans son ensemble. Un hotspot en términos de la biodiversidad de Patagonia. Grâce au travail long et minutieux de Christiane et de ses équipes, la nature a rapidement repris ses droits au sein des plaines du parc et se laisse admirer à nouveau dans toute sa diversité. Au milieu de la plaine, une plante spéciale attire l'attention, la Yareta. Malgré son apparence de mousse, elle est dure comme de la pierre. Cette densité hors norme lui permet de mieux résister aux intempéries et au vent. Avec une croissance d'à peine 1 mm par an, il lui faut des années pour atteindre une taille honorable. Mais la Yareta a le temps, car elle peut vivre jusqu'à 3000 ans. Aujourd'hui protégée, elle avait failli disparaître, car en plus d'une utilisation médicinale occasionnelle, elle était exploitée comme bois de chauffage en raison de son pouvoir calorifère proche de celui du charbon. Notre objectif, c'est que cet écosystème vierge survive au temps pour parvenir à la conservation totale des espèces, mais aussi pour favoriser le développement touristique de la région. Grâce à notre programme, les touristes pourront venir admirer et apprécier la nature et les espèces qui représentent le mieux la Patagonie et tout son écosystème.
Au fond, ce parc est un des seuls endroits au monde où il est possible d'observer toutes les espèces qui représentent la Patagonie, comme les condors, les nandous, les renards, les guanacos et les huémoules. Especies que de alguna forma representan Patagonia. Le condor est la véritable icône de tout ce travail de conservation entrepris dans la vallée de Chacabuco. Le condor trouve sa nourriture en récupérant les charognes des guanacos abandonnés par les pumas, perpétuant ainsi l'interaction ancestrale qui unit ces trois espèces. Nous pensions cette terre perdue, mais aujourd'hui, grâce à ces interactions retrouvées, nous assistons à la renaissance de la vallée de Chacabuco. Autrefois omniprésent dans les prairies du Chili, le guanaco a subi une extermination silencieuse à l'image des bisons d'Amérique du Nord. Mais, dans la vallée de Chacabuco, ils ont opéré leur grand retour et sont aujourd'hui plus de 3000. Ces cousins sauvages des lamas dominent à nouveau ces vastes étendues herbeuses battues par les vents et brûlées par le soleil. Une laine hors du commun les aide à résister au climat rude de la région. Ils tiennent un rôle central dans cet écosystème. Ils sont ce que l'on appelle une espèce clé de voûte. En agissant comme régulateurs, ils empêchent la prolifération de certaines graminées. Ils font également office de disséminateurs et de sources d'engrais. En ce début d'été, les jeunes appelés chulengos batifolent autour des parents sous l'œil des sentinelles postées sur les hauteurs alentours et guettant le moindre danger. Les groupes familiaux sont composés d'un mâle dominant qui règne sur un harem de femelles. Les jeunes et les adolescents sont encore tolérés, mais lorsque ces derniers atteignent un âge trop avancé, ils sont chassés sans ménagement. Les chulengos en profitent pour se préparer à l'avenir et reproduisent les gestes de leurs aînés. À leur âge, ces jeux n'ont pas de vraies conséquences. Mais les mâles adultes possèdent de longues canines aiguisées avec lesquelles ils n'hésitent pas à s'infliger de terribles blessures. Le mâle dominant veille constamment sur son territoire et le défend âprement vis-à-vis de ses concurrents. Parfois, quand les avertissements ne fonctionnent pas, le combat est inévitable. Le vieux mâle guanaco a fini par mourir, épuisé par une vie de combat. Mais là où la mort frappe, la vie n'est jamais très loin. Toute une population de charognards arrive sur les lieux. Les caracaras sont les premiers à venir se chamailler autour de la carcasse. Mais ils vont devoir bientôt céder leur place. Car dans le ciel plane le plus gros oiseau volant du monde, le condor des Andes.
Du haut de son mètre 20 et avec ses 3,50 mètres d'envergure, il domine aisément tout ce petit monde. Ce majestueux oiseau est devenu très rare. Emblème du Chili, symbole de puissance et de liberté, sa population a fortement diminué à cause du poison et des balles des éleveurs qui le croient encore responsable d'attaques sur leurs troupeaux. Pourtant, aussi impressionnant soit-il, le condor des Andes est un charognard. Son crâne chauve lui permet de plonger dans le corps des dépouilles pour en tirer les meilleurs morceaux. Un renard de Magellan a flairé l'aubaine, mais il va devoir attendre son tour. Dans le groupe de Guanaco, la vie a repris son cours et le grand mâle a été bien vite remplacé. Igual está tibio ahora. Christian Saucedo est quelqu'un que nous avons rencontré avant de commencer ce projet. Il travaillait sur le Wembu, la Tamango, qui était une réserve séparée du parc à l'époque. Et quand nous avons acheté la vallée de Chacabuco, nous sommes allés spécialement le voir pour lui demander s'il voudrait bien devenir le directeur de la conservation ici. Il a donc été à la base du projet et essentiel à tout ce qui touche la vie sauvage. Nous avons cette situation particulière. Il y a ici une espèce qui est en voie d'extinction, le cerf Wembu. Mais nous voulons aussi faire revenir les populations de pumas et de renards. Donc, il y a des conflits naturels entre ces espèces qui évoluent. Et Christian Saucedo est l'architecte de tout ça. Donc, il est vraiment central. Non seulement pour ce qui arrive ici dans le parc, mais également autour. Donc oui, c'est un homme important. Pour épauler Christian Saucedo dans sa tâche, des employés de l'ancienne estancia sont restés malgré la métamorphose de la vallée. Ils ont su s'adapter et se reconvertir en rangers. Ils s'occupent maintenant de protéger une nature sauvage contre laquelle ils luttaient quelques années plus tôt. Aujourd'hui encore, nous avons des employés qui ont rejoint l'équipe à l'époque de la vente. Les personnes qui connaissent le mieux cette propriété sont celles qui y sont depuis le plus longtemps et dont le travail les a amenés à parcourir tout le ranch. Il y a par exemple Don Daniel qui travaille spécifiquement avec le Wembu et Don Arcilio qui travaille avec les pumas. Ce sont des personnes qui connaissent cet endroit comme leur poche. Et ils ont un travail un peu similaire à ce qu'ils faisaient avant, mais avec une finalité totalement différente. On ne peut rien faire sans ces gens qui sont capables de vivre dans des conditions extrêmement difficiles, dans des endroits très isolés. Il faut avoir envie de faire ça.
Si c'était si facile de créer un parc national, il y aurait certainement beaucoup plus de monde à le faire. Tous les puestos n'ont pas été abandonnés. Ces postes avancés éloignés de tout permettent à présent de veiller sur cet immense territoire. Arcilio Sepulveda est l'un de ces gauchos reconvertis. Autrefois traqueur de pumas, il est aujourd'hui chargé de surveiller la population de ces impressionnants félins tout au long de l'année. Au commencement du parc, il partait plusieurs jours avec ses chiens de chasse pour traquer les pumas et les capturer afin de poser des colliers GPS. Ces missions épuisantes et dangereuses se déroulaient presque toujours en hiver, dans la neige. Chevauchant sans aucun sentier pour le guider et sans autre moyen de communication qu'une radio qui fonctionne par intermittence, Arcilio a mis son savoir-faire au service d'une cause totalement nouvelle pour lui. Je ne m'intéressais pas au puma avant. Je me contentais de trouver sa piste et je m'assurais que le chien ne suive pas plus. Aujourd'hui, c'est différent. Depuis que je suis ici, j'ai beaucoup appris. Ici, dans le parc, je suis bien, je me sens bien. C'est parce qu'il y a un meilleur salaire et qu'on lave nos vêtements. On nous fournit tous les vêtements, et avant, non, c'était très différent. Rien de tout ça n'existait. Ici, on peut dire qu'ils font vraiment tout pour nous. Je pense qu'il y a plus de pumas maintenant qu'auparavant. Parce qu'avant, ce qu'il se passe, c'est qu'on en traquait la majorité. Dans le meilleur des cas, on ne les chassait pas, mais on lâchait les chiens pour qu'ils les pourchassent. Et le puma était obligé de fuir. Dans ce coin-là, on n'aurait jamais croisé un puma au milieu du chemin. Jamais. Des années durant, il a chevauché accompagné d'un fusil. À présent, il n'en a plus besoin. Il a remplacé son arme par une antenne. Celle-ci va lui permettre de repérer certains pumas qu'il a lui-même équipés d'un collier émetteur quelques années auparavant. Avec le retour de l'herbe et la suppression des barrières, les troupeaux de guanacos se sont très rapidement reconstitués et offrent une nourriture abondante à ces super prédateurs. Après 14 années de recherche, on sait à présent que grâce à ce retour des herbivores, le nombre de pumas a beaucoup augmenté et qu'ils jouent de nouveau leur rôle dans la sélection naturelle des guanacos. En tuant les individus malades ou faibles, ils contribuent ainsi à la bonne santé des populations présentes au sein du parc. Bon, et puis en fin de compte, ici, on est responsable de ce que l'on voit. On doit tout contrôler et se faire confiance, pour ainsi dire. Surveiller les guanacos, combien de guanacos on retrouve tués par le puma. C'est donc Christian, mon chef, qui me confie tout ce travail. En plus de son antenne, Arcilio utilise des caméras pièges pour contrôler la présence de certains individus. Grâce à sa connaissance du terrain et des habitudes des animaux, il peut ainsi documenter des comportements quasiment impossibles à observer à l'œil nu. Il pose ses appareils à des endroits stratégiques, puis viendra les relever quelques jours plus tard.
Dans la plaine, la vie reprend son cours. Les restes de repas du puma ont attiré un animal bien singulier. Sa carapace souple et résistante le mettant à l'abri des prédateurs, le tatou velu se balade nonchalamment à la recherche de nourriture sous l'œil curieux des autres habitants du lieu. Il est en général le dernier à profiter des carcasses laissées par les autres charognards. Il aime la viande bien séchée. Une fois cette mise en bouche terminée, le tatou repart explorer son territoire à la recherche d'insectes et autres larves qu'il déterrera à l'aide de ses puissantes griffes. Plus haut dans la montagne, certains versants, plus exposés aux précipitations, sont recouverts de forêts. C'est là que travaille Daniel Velasquez Romero. Comme tous les jours, il part en forêt avec son fils à la recherche d'un cervidé rarissime, le huemul. Même avec l'aide d'une antenne, il lui faudra plusieurs heures de marche et une grande connaissance de la montagne pour trouver ce cerf forestier dont il ne reste plus que 40 individus au sein du parc. Dans les sous-bois, un lichen à l'allure de barbe recouvre les troncs et témoigne de la pureté de l'air de la région. Autrefois utilisé comme pansement par les autochtones, il sert aujourd'hui de refuge à de nombreuses espèces animales et végétales. La forêt est principalement composée de 3 espèces endémiques de hêtres et d'une forte diversité de plantes vasculaires, essentielles à la survie de la faune environnante. Ce monde en 3 dimensions offre un refuge de choix aux oiseaux. Mais comme partout, certains prédateurs ont su en tirer avantage. L'épervier chilien est le fantôme de ces bois. Il chasse à l'affût. Pour réussir, il convient de bien choisir la proie. Et le moment. Je suis garde-parc. Je collabore au projet Huemul. Je suis arrivé en 2006. Ça fait 12 ans que je m'occupe exclusivement de cet animal. Le projet consiste avant tout à faire croître la population, mais aussi à en étudier sa répartition et son mode de vie. Avant, il y avait des huemuls partout. Ils étaient très nombreux, alors qu'aujourd'hui, cette espèce court un grave danger d'extinction. Il en reste très peu. Même équipés d'un détecteur et d'une antenne, c'est compliqué de les repérer. Ils sont difficiles à observer. Mais comme je connais bien leur habitat, je sais comment les approcher. C'est tout à fait possible de passer du temps avec eux.
Mais pour ça, il faut les respecter, protéger leur espace vital et leur tranquillité, et bien entendu leur laisser la possibilité de s'éloigner s'ils le désirent. Et alors, on peut se promener avec eux la journée entière. Auparavant, je travaillais déjà dans le parc. J'ai été berger pendant 6 ans. Je gardais les moutons. Depuis que j'ai cette nouvelle activité, je réalise que je préfère vraiment travailler avec la faune sauvage. J'ai appris à connaître le huemul avec le temps. J'ai d'abord été guide, puis je me suis passionné pour cet animal et j'ai rejoint le projet. Ce projet est exceptionnel, il est unique. Au vu de sa durée d'existence, il n'existe rien de comparable aujourd'hui dans le monde. Le projet a été initié en 2000. Ça fait 18 ans que nous étudions le huemul ici dans ce parc. Même si rien n'est encore gagné, grâce à un programme ambitieux et aux efforts sans relâche de Daniel, la population mondiale de huemul est aujourd'hui de 1500 individus et celle du parc augmente tous les ans. De l'autre côté de la forêt, le vent et les faibles précipitations ne laissent pousser qu'une végétation sèche et épineuse. Au milieu des éboulis rocheux, vit un animal à l'allure étrange, la viscache des montagnes. Ce gros rongeur, cousin du chinchilla, partage une grande partie de son temps entre grignotage et bains de soleil. Mais dans la nature, le danger n'est jamais bien loin. Sur la falaise en face, une silhouette large et puissante a fait son apparition. C'est une buse bleue du Chili. Avec une envergure de presque 2 mètres, cet imposant rapace est le plus grand prédateur aérien de la région. Et elle a repéré le rongeur. Mais sous des allures détendues, la viscache est extrêmement vive et difficile à capturer. Confiante dans la qualité de son abri, cette mère va pouvoir continuer tranquillement sa journée. Partagé entre une toilette minutieuse et des soins maternels. Les buses aussi ont une bouche à nourrir. Heureusement, un mouton d'une exploitation voisine du parc a succombé au climat difficile de la région et sera une manne de nourriture providentielle pour cette famille de rapaces.
Cristian Saucedo se rend plusieurs fois par semaine à Puesto Choique, où travaille l'équipe en charge de la réintroduction des Nandu. Il en profite pour les ravitailler en nourriture et en matériel. Perdu au milieu de la plaine, le centre se trouve à plus de 80 km du premier village et le chemin est difficilement praticable. Ici, un vent permanent rend tout travail extérieur épuisant. La journée est rythmée par les pauses, accompagnée d'une boisson traditionnelle appelée le maté. La bonne entente est vitale. En ce qui concerne le Nandu, bien que sa répartition géographique soit assez large, la tendance est à la diminution du nombre d'individus. La raison de cette forte diminution est le résultat d'actions menées par l'homme, et c'est accentué à cause des clôtures qui agissent comme de véritables barrières infranchissables. Elles induisent une perte de connectivité entre les groupes d'individus qui se révèlent incapables de les franchir. Los ñandú muchas veces no son capaces de saltar los cercos, de pasar y pasan a ser verdaderas barreras infranqueables para ellos como especie. Les Nandu ont bien failli disparaître de la région. Mais après plusieurs années d'efforts, le travail va peut-être enfin porter ses fruits. Dans la vallée Chacabuco, on compte entre 25 et 30 individus, ce qui est très peu. Un si petit nombre d'individus court un risque d'extinction imminent. Grâce à notre programme, nous souhaitons voir ce nombre augmenter pour atteindre une centaine d'oiseaux. Nous allons démarrer la seconde saison du programme de reproduction du Nandu. C'est un moment important car tous les animaux qui sont avec nous depuis un an vont être relâchés dans un troupeau de pré-liberté. C'est une étape de préparation à la remise totale en liberté dans le milieu sauvage. Ce troupeau pré-relâché va être exposé aux prédateurs comme le puma. C'est un risque, mais ça va nous permettre de voir de quelle façon les Nandu réagissent face à la prédation dans des conditions réelles. Sous l'œil de toute l'équipe du parc rassemblée pour l'occasion, le moment tant attendu arrive. C'est un timide départ vers la vie sauvage pour ces jeunes Nandu. Mais à n'en pas douter, ils sauront trouver leur voie dans l'immensité de la steppe patagonique et contribueront ainsi à la renaissance de cette espèce emblématique. À l'image de ces majestueux oiseaux, la métamorphose en cours dans le parc national Patagonia est l'inverse presque parfait de la tendance générale de notre monde. Cela fait 50 ans que le Chili n'avait pas connu un rythme aussi rapide dans l'expansion de ses aires naturelles protégées. Celle-ci représente aujourd'hui plus de 20% de la surface du territoire. Grâce à l'action de femmes et d'hommes passionnés comme Christine, Douglas et les équipes qui les accompagnent, la nature ne cesse de reprendre ses droits, en regardant à nouveau vers le futur. En ce qui me concerne, j'aimerais faire cela jusqu'à ce que je meure ou que je devienne gâteuse. C'est ma vie et je veux continuer dans cette voie. Et je doute que cela arrive de mon vivant. Mais j'espère que, au travers des crises, mais aussi d'idées fortes, on commence à voir des sociétés humaines prendre ce long virage pour se détourner de l'avidité,
et commencer à vivre de façon pleinement heureuse, en harmonie avec la nature. While they live in balance with nature. Ce n'est pas un grand rêve, c'est juste un rêve difficile. That's it.